Il y a toute une histoire avec la ville, depuis le Tour de France, le rugby, le spectacle. J'ai déjà vu des spectacles ici aussi qui c'est très très fort. Sûrement c'est un stade qui a une âme. Le PSG est lié à ce stade. Je pense que le stade aussi a besoin du PSG. Et la ville aussi. À tous les entraîneurs ou à tous les joueurs, quel est le stade qui vous impressionne le plus? Vous répondre de tous, c'est le Parc des Princes. Le parc fait partie de grands monuments de la ville de Paris. Il a la Tour Eiffel, il a le parc, c'est un peu pareil. On a déjà parlé de monuments du club, des monuments humains, des joueurs, des matchs. Mais pour cette vidéo, on va s'intéresser de plus près à l'écrin du PSG, qui a vu tous ses joueurs passer, ses matchs s'y dérouler, Parc des Princes, ou le stade de notre club depuis 1974. Pour commencer, je vais vous situer rapidement mon rapport à ce stade. Je l'ai pas fréquenté assez à mon goût. Je suis allé 2 fois pour voir l'équipe jouer en 2009 et en 2012, et plus récemment pour voir les féminines contre Lyon en 2023. J'habite pas du tout en région parisienne, donc c'est un peu logique et compliqué d'y aller pour moi, parce qu'il faut un petit peu de logistique. Puis depuis que j'ai un salaire, acheter un billet c'est pas super évident avec Ticket Place mes couilles, parce que c'est un tout petit peu cher. Donc ce stade, pour moi c'est une sorte de lieu saint, j'y vais rarement, mais c'est le plus beau stade à mes yeux, là où tout se passe pour le club que j'aime. Voilà, une fois tout ça sorti, on va maintenant rentrer dans l'histoire de ce stade, jusqu'à évoquer son avenir, qui malheureusement pourrait être déconnecté du PSG. Construction et histoire. On va revenir sur les origines, pourquoi il est situé à cet endroit, et surtout pourquoi il a ce nom. On s'éloignera parfois un peu du PSG, mais c'est normal, c'est un haut lieu du sport français en général. Et cette vidéo sera peut-être un peu plus globale, mais on en reviendra toujours au PSG, vous inquiétez pas. Déjà, le nom du lotissement, du quartier, ils viennent de la présence antérieure d'une réserve de gibier, à laquelle on accédait par la Porte des Princes. Et tout ce quartier prend le nom de Parc des Princes au milieu du 19e siècle, et il va être dédié aux habitations et au sport. Pourquoi? En fait, à la suite de l'aménagement du bois de Boulogne, qui devient un lieu de promenade publique, la décision est prise qu'il ne sera pas entouré d'usines ou de commerces globalement. Donc, la première forme du Parc des Princes, c'est un vélodrome qui voit le jour le 18 juillet 1897. Et derrière l'inauguration, vous retrouvez un certain Henri Desgranges, qui est chroniqueur au journal L'Auto, l'ancêtre du journal L'Équipe. C'est un peu marrant parce qu'on est encore loin du foot, mais l'histoire du Parc des Princes, elle est déjà liée à ce journal, comme elle l'était à la création du club. Après, c'est pas hilarant non plus, c'est plus un fun fact auquel j'ai pensé en écrivant. Comme un Pokémon, le parc, il va avoir droit à une évolution au printemps 1932. La municipalité, elle a pu détruire les fortifications autour de Paris, que les nouvelles technologies militaires ont rendu obsolètes. La ville de Paris acquiert ainsi, je résume toujours un peu grossièrement, une bonne partie du quartier, le reste allant à la ville de Boulogne. Et ces changements, ils font que le quartier, il accueille beaucoup d'équipements sportifs, comme Roland Garros en 1928 ou Jean-Bouin en 1925. Et la dernière évolution, elle va arriver au cours des années 60. On est en train de tracer le périph' qui occasionne la destruction des gradins du vélodrome du parc. Et il y a une loi de 1940 qui disait qu'on n'avait pas le droit de supprimer des installations sportives dans Paris sans les remplacer. C'est à ce moment-là que la mairie et sûrement d'autres entités se disent « Tiens on n'a qu'à le remplacer par un nouveau stade de 50 000 places, qui accueillerait les plus grands moments du sport français. » Et a priori, il n'y a pas eu d'études sur le tissu urbain et les besoins qu'engendrerait un stade de cette envergure. Juste, ils l'ont lancé comme ça, après quelques années de tergiversation. Ces travaux-là, ils ont débuté en 1967, en se terminant finalement 5 ans plus tard, pour nous offrir la dernière version du parc, celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est inaugurée le 4 juin 1972. Et à l'époque, dans les journaux, on se posait plus de questions sur l'inclinaison des tribunes dans ce nouveau stade moderne que les places de parking qui pourraient venir à manquer les jours de match. Après, c'est peut-être ça aussi le romantisme. Et ce chef-d'œuvre, on le doit à Roger Taillibert et à tous les ouvriers qui ont bossé dessus aussi. On doit pas mal de stades à cet architecte, comme Villeneuve d'Ascq pour le LOSC, le stade olympique de Montréal. Si vous le regardez, il y a des similitudes avec le Parc des Princes. Et il y a également des stades au Qatar et l'Académie Aspire, toujours au Qatar. Il a eu une vie professionnelle très portée vers le sport, mais pas que, qui durera de 1964 à 2010. Et dans ce lot, on a donc l'enceinte ultra moderne pour les années 70, avec les éclairages intégrés au toit, tous les spectateurs à max 45 mètres de la ligne de touche, tout le monde peut y voir clairement, on est sur un vrai stade pour voir du foot et du rugby, et pouvoir profiter du spectacle pleinement. Et donc le PSG dans cette histoire jouera pour la première fois le 10 novembre 1973, un match contre le Red Star, alors qu'ils sont encore en D2, et quelques mois plus tard, en juillet 1974, le tout jeune PSG va devenir le club résident sans jamais plus quitter le Parc des Princes. On a dressé un petit historique, les évolutions, mais l'important dans un stade, c'est quand même ce qui s'y passe. Des grands moments.
Et dans sa première version de 1897 à 1932, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de vélos. Bon, en même temps, c'est un vélodrome, mais il y a quand même une pelouse au centre. Et le Tour de France, qui naît en 1903, fera ses arrivées au Parc des Princes jusqu'en 1967. Et dès 1897, on pourra avoir du rugby et du football. C'est Racing Club de France et toutes ces sections qui occuperont le stade. C'est là aussi que les sélections nationales feront leur premier match officiel, le 15 de France en 1906 contre les All Blacks et l'équipe de France de foot contre la Suisse, match qui gagneront 1-0 d'ailleurs. Mais cette première version, elle devient un peu obsolète, lui faisant manquer les JO de Paris en 1924. C'est Colombes qui lui est préféré parce qu'ils ont un stade de 60 000 places et c'est aussi pour ça qu'on le rénove une première fois en 1932, à partir de 1932. Toujours beaucoup de vélos, mais arrivent les premiers matchs professionnels de foot du Racing Club de France pour leur saison 1932-1933, le 23 octobre 1932 si vous voulez la date exacte. Reims y jouera les matchs de sa campagne européenne de 1956 jusqu'à la finale, qui sera d'ailleurs jouée au Parc des Princes, et où ils s'inclineront 4-3 contre le Real Madrid. Autre finale importante, celle du premier Euro en 1960 entre l'URSS et la Yougoslavie. Donc au Parc, il y a quand même eu pas mal de premières. De 1972 à nos jours. Le PSG est tout jeune et on se rapproche des souvenirs vécus ou qu'on peut s'approprier. Donc le match de la montée contre Valenciennes en 74, les Coupes de France 82 et 83, l'Euro 84, le titre de 86. Paris et l'équipe de France vont connaître leur premier succès dans l'enceinte, qui a une nouvelle carrosserie, mais qui semble quand même avoir gardé une âme. C'est également un haut lieu du rugby, donc on peut le voir dans le documentaire Parc, Prince des stades, où les anciens joueurs ils en parlent vraiment avec passion. Vous avez pu voir des extraits que j'ai pu passer dans la vidéo. Et en vrai ça fait chaud au cœur de voir comment les rugbyman qui ont joué se sont emparés du lieu et le voyaient vraiment comme un graal sportif. Si on revient sur le football, il a connu des matchs européens de légende dans les années 90 d'abord, PSG Real, PSG Barça, le Steaua pour les plus marquants et vous compléterez si à votre goût j'en ai oublié. Ces soirées d'Europe elles ont malheureusement été un petit peu plus rares dans les années 2000. On a Porto et peut-être Twente. Avant de pouvoir regoûter à la poudre avec l'arrivée de QSI et de ses moyens quasi limités. On parle de moments chouettes, mais malheureusement le stade il a aussi connu des moments terribles. Sur le plan sportif on peut parler de France-Bulgarie 93, la qualif pour le mondial aux USA qui s'évapore alors qu'elle semblait actée. Plus récemment il y a eu le fiasco United pour le PSG. Mais ce stade, il a surtout eu des problèmes avec quelques-uns de ses supporters qui ont longtemps fait régner un sale climat autour du Parc des Princes. On peut noter les violences dans les tribunes lors d'un PSG Caen en 1993, avec tabassage de CRS et salut nazi, un message d'adieu plein de racisme pour Georges Weah, on en a parlé récemment dans une vidéo qui lui était consacrée, des bastons généralisés contre Galatasaray en 2001, la mort de Julien Kemner en marge d'un PSG Tel Aviv en 2006, et la dernière en 2010, celle de Yann Laurence. Pouvoir public, PSG, Tribune Auteuil et Boulogne. On va pas chercher de responsables parce qu'ils sont plusieurs dans cette histoire qui a mené à des événements tragiques. Et à l'inévitable plan Le Pou, bien sûr il a tué l'ambiance, ce deuxième spectacle qu'on vient voir au stade, en plus de ce qui se passe sur le terrain. Mais la situation était tellement irréversible qu'il était difficile de faire autrement. Pour comprendre un peu le contexte, il y a un épisode de 100% PSG Le Mag de Pia Clémence, où elle interviewe Robin Le Pou avec des supporters, lui qui revient sur cet épisode et donne sa version des faits. Et vraiment c'est très intéressant, je vous encourage à aller l'écouter. On sourit pas trop depuis quelques secondes, mais au moins vous pouvez voir, si vous le saviez pas, qu'il s'est passé un max de choses dans notre Parc des Princes, qui revit quand même niveau ambiance avec le retour du collectif Ultra Paris en 2016. PSG et Nasser ont poussé dans ce sens-là, ce qui a recréé une ambiance, mais aussi une sorte de syndicat qui laissera pas un départ du stade se passer aussi facilement. Pourquoi partir ? Pourquoi ? Et malheureusement, ça semble dans les tuyaux depuis un bon moment. Le PSG, ils aimeraient construire leur propre stade après la rupture des discussions avec la mairie de Paris au début de l'année 2024, disant que le stade n'était pas à vendre, alors qu'a priori, il y aurait eu des discussions dans ce sens plus tôt. Et je vous cite notre cher président Nasser El Khelaifi, sans faire l'accent de Julien Cazard. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre, on sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc, c'est fini maintenant, on veut bouger du parc. C'est ce qu'il déclarait en février 2024. Il a aussi dit ça en novembre dernier chez Jérôme Roten. Et au niveau du stade, parce que ça c'est l'autre question qui arrive derrière, et il y a toujours autant d'incertitudes, et sachant qu'à chaque match du PSG au Parc des Princes, il y a toujours des banderoles, le PSG au Parc, où en est la réflexion? Je dis, moi j'aime beaucoup. C'est le Parc des Princes, tout le monde l'aime. Si vous me dire mon cœur décide avec mon cœur, on ne part pas. Mais aujourd'hui, avec la tête, tout le monde est là, un stade, on regarde en Europe, 100 000, 80 000, 90 000, on a besoin, sinon on est mort. Moi évidemment ça me plaît pas, je pense qu'on est face à un jeu de dupe, Nasser il veut diaboliser la mairie de Paris pour faire passer le message en mode vous voyez, on n'a pas d'autre choix que de partir. C'est un bon jeu politique
qui intéresse tout le monde, hein, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer pour notre Parc des Princes. Est-ce que le PSG va attendre les municipales, un éventuel basculement à droite pour rediscuter? Est-ce qu'ils lanceront un projet en banlieue avant? Voilà, moi tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura une solution au reste dans ce putain de stade. Et en fait, la question d'un départ, elle se posait déjà en 98, avec l'arrivée du Stade de France. Mais le club, ils avaient réussi à négocier avec la mairie pour améliorer le stade en construisant un bâtiment où s'étaient installés les bureaux et le siège du club. Évidemment, le PSG à l'époque, ils étaient en position de force. Les deux camps, aujourd'hui, semblent irréconciliables et plein de villes d'Île-de-France se sont proposées pour accueillir la nouvelle enceinte du PSG. On serait face à une sorte de PSG Land, comme on a pu l'entendre, à minimum 80 000 places. Mais est-ce que le PSG remplirait un stade de 80 000 places alors que le parc est un petit peu clairsemé quand il y a des rencontres de moindre importance? Et est-ce qu'on verrait vraiment autant de personnalités aller à Montigny-le-Bretonneux ou à Poissy? Parce que pour être honnête, les plans parc Tour Eiffel à la télé, c'est imbattable. Et puis ce stade, il est quand même dans l'ADN du club, hein. Il apparaissait même sur le logo en 1982. Après, ce qui fait penser le plus à un départ, c'est l'arrivée de l'investisseur Arctos Partners en 2023, qui est un spécialiste du développement économique des clubs. Et comme il possède plusieurs franchises aux US, ils savent faire des temples du consumérisme, comme les stades outre-Atlantique. Je l'ai vu moi-même à Montréal. En vrai, c'est des centres commerciaux, les trucs. La monumentalisation des stades contribue à donner un sens à la pratique des spectateurs, ce qui rend dans une certaine mesure les événements sportifs prisonniers de leur temple. Voilà une jolie phrase que j'ai pu tirer du texte de Clément Rivière, qui m'a aidé à construire la vidéo. Hein. Le texte, pas Clément Rivière, hein, je le connais pas perso. Le Parc des Princes, c'est comme un lieu saint pour le supporter du PSG. J'ai dit dans mon ressenti en début de vidéo, ça doit être encore plus vrai pour un mec qui fréquente le stade régulièrement. C'est à l'intérieur et autour qu'on va inventer ses traditions et habitudes. On va emprunter les mêmes chemins pour y aller, on va aux mêmes endroits autour pour se restaurer. Ça, pour le coup, ça sort du match de football de Christian Bomberger. Pour moi, s'attacher aux traditions, aux habitudes et vouloir que le moins de choses possibles change, plutôt un truc de gros conservateur droitiste, mais dans certains cas, ça paraît acceptable. Et ici, pour moi, c'est acceptable. Les supporters perdraient leur repère. Est-ce que les joueurs perdraient leur repère? Je pense pas, parce qu'à un moment, l'effectif tournerait et ça changerait complètement en oubliant l'ancien stade. Après, il n'y a pas de meilleur endroit à Paris pour jouer au football, et a priori il n'y a pas de terrain à vendre pour construire intramuros. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que vous l'avez compris, je suis pour rester dans le temple originel du PSG. Je suis sûr qu'il y a des solutions alternatives à l'achat. Là, le PSG a un bail amphithéotique. Est-ce que baisser le prix éventuellement, ça pourrait les aider à les convaincre? Le PSG, il paye environ 1 million d'euros par an pour la location du stade, et plus selon les réussites apparemment. Il faudrait une participation à la rénovation, une rénovation qui coûterait 500 millions pour augmenter ses places et remettre totalement en conformité le stade. Après, c'est sûr que lâcher 500 millions pour un truc qui t'appartient pas vraiment, moi je le ferai pas. J'ai pas la solution, et j'espère qu'il y en aura une où on ne bouge pas. Je vous renvoie encore vers 100% PSG le mag, où Pierre Clément a interrogé récemment Marion Valère, qui est candidate à la mairie de Paris, proposait un système de socios pour acheter des parts du parc, sans entrer trop dans le détail, hein, ou éventuellement un concours d'architectes pour voir comment pour évoluer le stade dans la ville. Mais est-ce que ça ferait rester le PSG? Je suis pas certain. Il y a des idées, mais je pense que pour ça se décompte, il va falloir attendre les municipales de 2026. C'est comme ça qu'on va conclure la vidéo, et en attendant le dénouement de tout ça, on reste sur le même mot d'ordre. Le PSG, c'est au parc. Voilà, c'est comme ça que se termine la vidéo, en mode nouvelle formule. Hein. Donc, je vais plus montrer ma tronche, je vais lire parce que j'ai l'impression que j'arrive à donner un peu plus de vie au texte que j'écris comme ça. Et aussi qu'à la dernière vidéo sur Georges Weah, je soufflais entre toutes les prises, parce que je crois que ça me fait chier de voir constamment ma tronche et de devoir regarder l'objectif. Petit pouce et abonnement si vous avez aimé le contenu. Les sources qui m'ont aidé à écrire cette vidéo sont en description, tout comme mes réseaux sociaux. Je me suis aussi plus basé sur des textes scientifiques pour écrire cette vidéo, qui est un peu plus intéressant pour vous comme pour moi, je pense, que de juste pimper un peu une fiche Wikipédia. Prochain rendez-vous, ça sera jeux vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao!